Bienvenue aujourd'hui, c'est Samir refait l'actu. Aujourd'hui, on va parler, je vais en live réagir au discours de JLM, Jean-Luc Mélenchon. On va voir ce qu'il en est. Je dois avouer que depuis un certain temps, c'est l'une des seules personnalités politiques françaises à rester digne et à être un représentant de la France, non pas un vassal d'une quelconque volonté étrangère. Je rappelle aussi, pour ceux qui me disent, bah, moi je suis apartisan, donc c'est pour ça que de temps en temps certains peuvent me traiter d'extrême droite, d'extrême gauche, de ce que tu veux, etc. C'est pas important. Vous, vous êtes encarté dans des partis, moi, je suis représentant du plus grand parti français, ceux qui ne votent pas. Donc ne venez pas me casser la tête en commentaire. Bien que je vous avoue qu'en ce moment, Mélenchon, si je devais aller voter, je pense que c'est le cas de beaucoup, ça serait pour Mélenchon. Sincèrement, hein, je vous le dis. Mais bon, je me méfie de la politique. On va voir ce qu'il en est. On va écouter quelques vidéos de son discours qu'il a tenu, que j'ai vu quelques bribes, qui est juste exceptionnel. Ça se passe dans la ville de Belfort. Et donc on va regarder ça ensemble. Voilà. J'ai quand même quelques réserves sur l'extrême gauche, comme Mélenchon. Euh, Enfin, tout du moins, sa base, son parti, je les trouve assez mous, comme au niveau de l'agriculture. Il faut comprendre qu'au niveau de l'agriculture, du libre-échange, tout le monde a voté pour, ce sont les seuls à avoir dit non, stop, ça va trop loin. Et pourtant, vous pouvez voir que la majeure partie des agriculteurs votent extrême droite, alors que l'extrême droite les trahit à longueur de journée. Pourquoi ils ne votent pas pour LFI? Pas- C'est parce qu'ils sont encartés dans des partis. Et c'est pour ça que je vous dis que je n'aime pas, moi, les partis politiques. J'ai l'impression que c'est des sectes. Qui sont forcément... Ils n'arrivent plus à avoir de la réflexion. Là, demander à quelqu'un qui est d'extrême droite mes propos, qui me suit, il va se dire, ah ben, il commence à se trahir. Non, j'ai toujours mes idées, que je peux pêcher à droite ou à gauche ou autre. Enfin, c'est mes idées que je peux reconnaître dans certains partis. Mais voilà. Et c'est pour ça qu'il y a une problématique en France, c'est qu'on reste encarté dans un parti, que ce soit familial, que ce soit de par ton milieu, etc. Mais on ne voit pas qui dit vrai ou faux. Là, actuellement, tous les hommes politiques français sont en train de se fourvoyer, que ce soit dans le domaine de la santé, de l'économie, de l'écologie, de tout, dans tous les domaines, sauf, excusez-moi de dire ça, à l'heure actuelle, la LFI qui reste un peu digne. Mais je suis pas non plus idiot concernant la LFI, et je trouve ça dommage d'ailleurs qui ne répondent pas aux interrogations des Français qui, eux, ne votent pas, ou qui ont des a priori vis-à-vis d'eux. Je trouve qu'ils sont assez passifs. Mais bon. Enfin bref. Donc voilà, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire, liker, partager. Vous connaissez la chanson, me rejoindre sur Twitch où de 22h à 23h, je suis en live du lundi au jeudi. Par contre, je vous préviens, les commentaires, c'est ici, ne vous étonnez pas. Il y a des gens de gauche, de droite, mais surtout des gens qui sont apartisans, qui ne votent pas. Il y a des musulmans, des juifs, des athées, il y a de tout. Donc, vous n'imposez pas vos croyances, vos pensées, hein. Je ne le fais pas, mais vous pouvez les exprimer et débattre gentiment. Alors on va assister au discours de Jean-Luc. Alors, premier passage qu'on a, c'est le capitalisme mène au désastre. Il fait parler ses marionnettes politiques et médiatiques pour que les individus soient jugés responsables des crises qu'ils provoquent. Les malades sont coupables de leur maladie, les pauvres de leur pauvreté, les chômeurs du chômage. Avant de le laisser, effectivement, je suis d'accord, et l'interrogation que je pourrais me poser, c'est Jean-Luc, est-ce que tu ne serais pas toi non plus une marionnette? C'est une question que les gens se posent, ceux qui ne veulent pas voter.
Mais oui, effectivement, il faut savoir que la majeure partie, des hommes politiques sont achetés, sont corrompus et voilà, hein, c'est aussi simple que ça. Je vous prends l'exemple de Coca-Cola. Dans le Coca-Cola, il y a un élément, un colorant, je crois que c'est le E152 qui est, hem cancérigène, si je me trompe pas, ou dangereux dans le coca. Dans les pays nordiques, ils ont juste dit à Coca: «Vous ne vendez pas de coca chez nous, à part si vous changez ça par quelque chose de moins toxique ou de pas toxique du tout». Bah, le Coca-Cola, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont perdu des millions et des millions et des millions d'euros parce que l'autre colorant coûte un peu plus cher. À l'échelle de toutes les productions de bouteilles de coca, alors je précise qu'il faut boycotter Coca, hein, mais voilà. En France, non, on ne fait pas ce changement. On préfère donner quelques billets, quelques millions à certaines personnes bien placées en politique et hop, c'est réglé, on est protégé. Donc oui, c'est l'industriel qui contrôle le pouvoir en France. Une nouvelle génération est levée grâce au mouvement insoumis et à l'accord de la NUPES que nous avons conclu en 2022, préparé bien sûr par la magnifique campagne que nous avons menée ensemble, mais dont nous n'oublions pas à un seul instant de quoi elle fut faite. De ténacité, de volonté, de refus de baisser les yeux, de volonté de tenir jusqu'au bout les mots d'ordre dont on essaie de convaincre le grand nombre, car c'est de sa conviction à ce grand nombre que viendront les événements auxquels nous aspirons, c'est-à-dire la capacité de répondre à une situation terrible comme celle qui s'avance vers nous, avec ordre et discipline, et avec une vision claire sur ce qu'il faut faire. Et ce qu'il faut faire, c'est rompre profondément, profondément avec l'ordre des choses, avec l'ordre établi tel qu'il est aujourd'hui, avec les règles dominantes qui sont celles de la cupidité, de l'accumulation, du saccage, sans raison, sans maîtrise, sans aucune de ces limites que d'habitude on rencontre dans l'activité humaine. Si le capitalisme est un système si terrible, ce n'est pas seulement parce qu'il est injuste, après tout, il y en a tellement eu dans l'histoire. Ce n'est pas seulement parce qu'il est cruel, il y en a eu tant, mais c'est parce qu'il contient en lui-même cette capacité absurde et inouïe qui est de se nourrir des désastres qu'il provoque. Il est capable de saccager la planète, puis de proposer soi-disant des moyens pour répondre à tout ce qu'il a détruit, et ainsi de suite. Il est capable de faire parler ces marionnettes politiques et médiatiques qui vous diront toutes l'une après l'autre qu'il faut décarboner et que sans doute vous êtes responsable, vous, qui avez votre voiture et qui venez en voiture et qui donc polluez, et fera toujours retomber sur l'individu la responsabilité de la situation. Ce sont les chômeurs, dans le libéralisme, qui sont responsables du chômage. Ce sont les malades qui sont responsables de leur maladie. Ce sont les pauvres qui sont responsables de leur pauvreté, etc., etc. Et de cette manière-là, ils viendront vous dire on va décarboner, on va décarboner. Et au moment même où ils vous le disent, il n'y aura jamais eu autant de projets de gazoducs et de pipelines à construire qu'il y en a actuellement 177. Autrement dit, ce système est capable de vous dire en vous regardant dans les yeux « je vais vous sauver » au moment où il vous précipite dans le désastre. Plutôt la mort de tous que la sienne. Voilà ce qu'il dit. Il y a une phrase comme ça, que le monde périsse si je dois mourir. Que le monde périsse si je dois mourir. Ouais, alors là c'est le côté écologie, le capitalisme. J'ai eu un débat comme ça avec des gens. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas d'hommes politiques. Ce qui serait bien, Mélenchon ou un autre, hein, euh, c'est qu'ils discutent vraiment avec le peuple. Et malheureusement, ils ne discutent jamais avec le peuple. Vous allez me dire, oui, mais non, non, jamais.
soit ils répondent et c'est là où tu vois qu'ils sont, Mélenchon encore, tu vois qu'il a de la il est pugnace, tu vois qu'il est motivé. Mais, ses lieutenants: «Oh les gars, faut y aller», surtout quand on a moi je trouve quand quelqu'un a raison, faut y aller. Sur l'histoire de la Palestine, faut y aller. Sur l'histoire des agriculteurs, on va y revenir, faut y aller. Et là, ils sont un petit peu en mode détente. Non, faut être agressif. Les agriculteurs, on est les seuls à les avoir défendus, ça a été prouvé. Donc fermez-la tous, fermez-la à tout jamais. Non, ils sont passifs. Et moi, j'ai une c'est-à-dire qu'ils ne répondent pas aux questions jamais. Vous remarquerez, hein, c'est une question, c'est bête, hein. Après, c'est peut-être parce que je suis à partisan et que je fais partie du plus grand parti en France, celui qui ne vote pas. Pourquoi ils ne répondent jamais aux questions des Français? Là, ils répondent à des questions qui sont mises en avant par l'actualité. Ok, ça c'est une chose, mais c'est tout. Ou ils répondent aux questions de leurs adhérents, etc. Bah, excusez-moi de dire ça, moi si demain je me lance en politique, euh, je, je prendrai justement ceux où il y a le plus grand nombre, c'est-à-dire ceux qui ne votent pas, et leur dire pourquoi vous votez pas, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi l'image que vous avez de moi, je vais y répondre au fur et à mesure, et ainsi de suite, tu vois. Là, ça serait intéressant. Là, on pourrait régler les choses. Là, j'ai l'impression chacun reste dans son camp et drague son camp. Oui, mais ça t'empêche pas aussi de répondre aux questions de ceux qui sont indécis. Nous sommes candidats à gouverner ce pays. Pour le reconstruire, il faut convaincre, construire, éduquer en suivant notre ligne politique. Ne nous résignons pas. Nous pouvons transformer radicalement cette société grâce à un programme de radicalité concrète. Bon, je vais sauter ce passage. Peut-être qu'on y reviendra. Euh, contre tout ce financier, nous voulons reconstruire la sécurité sociale. Alors là, ça m'intéresse au niveau de la santé. Il est exceptionnel de vivre des événements comme ceux que nous sommes en train de vivre en ce moment, avec une telle conjonction de faits. À première vue, tout semble perdu. Mais il y a nous. Et une situation compliquée, difficile, ouvre en même temps une opportunité. Celle que tant de gens se disent « Ah ben on ne va pas laisser les choses aller comme ça ». Alors à qui vous allez faire confiance, leur disons-nous? Avec qui allez-vous faire équipe? Et quand il faudra faire équipe, alors, comme ils ont vu à quel point tout ça n'a donné, ces grands mots, le libéralisme, le libre-échange, la concurrence libre et non faussée, l'innovation, la flexibilité, la mobilité, bla 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 bla. Et à la sortie, la France carmondisée, les trains qui arrivent plus à l'heure, les hôpitaux qui fonctionnent plus, l'école qui est par terre. Voilà le résultat. Alors oui, si vous voulez qu'on rétablisse une santé publique digne de ce nom, eh bien vous choisissez. Soit vous dites on laisse faire le marché, en avant les cliniques privées, les hôpitaux privés, comme dans tous ces pays où quand on arrive quelque part... Alors, même si c'est le sujet privé, clinique privée, mais aussi une police privée. Hein, police privée, garde du corps, ainsi de suite, enquêteur privé, donc une police privée. Et c'est pour ça que la police pète la misère. Hein. Aller dans un commissariat, je vous jure que le mec, c'est limite, il a un Minitel. Hein, tu le vois comme ça, il pète la misère. Donc ça, une industrie, une économie, une santé, tout a été privatisé. C'est juste une catastrophe. Et c'est fait pour que vous acceptiez ce monde à deux vitesses. Voilà. Désolé, bah écoute, si tu veux te faire soigner, bah écoute, tu patienteras, espèce de gueux, tu vois. Si tu veux te nourrir, enfin, même dans l'alimentation, dans tous les domaines, on est des gueux et c'est juste une manière que vous l'acceptez. Non, je suis désolé, ça n'a pas à être privatisé. Il y a un ennemi du public. On cotise, on paye et c'est pas normal que ça soit dans cet état-là. Je vous le dis, ce n'est pas des erreurs, c'est volontaire. Ils veulent détruire le public pour mettre en avant le privé. C'est aussi simple que ça. Par malade, il faut d'abord sortir sa carte bancaire. Ou bien on rétablit la grande, la magnifique sécurité sociale
qui permet d'être soigné d'après les besoins de sa maladie et non pas d'après les moyens de son carnet de chèques. J'aime bien quand on critique certains pays comme les États-Unis, etc., au niveau de la santé, mais ne confondez pas, hein. Aux États-Unis, on n'est pas taxé. Aux États-Unis, il n'y a aucun problème, hein. C'est comme la cigale et la fourmi. Aux États-Unis, on n'est pas taxé comme en France. En France, tu te gagnes. J'ai été chef d'entreprise, j'ai plusieurs casquettes. Quand tu donnes à ton employé 5 000 euros, il faut savoir que tu payes des charges patronales, tu payes des choses, tu payes des trucs. Donc au final, on te prend une part. Après, le peu qui reste est envoyé à l'employé. Et ensuite, il y a le brut et il a le net. Donc pour 2 000 euros, lui, il aurait dû avoir 5 000 balles. Donc je peux t'assurer que si il économisait plus de 3 000 balles par mois, je peux t'assurer qu'il peut s'acheter rapidement une maison, il peut s'acheter, et puis s'il a un problème de santé, t'inquiète pas, hein. T'as pas des problèmes de santé tous les ans. Donc tu peux mettre de côté. Euh, En France, on est énormément, on cotise énormément et pourtant, on n'a plus accès aux soins. Je suis désolé de vous dire ça, moi j'ai subi un accident, je me suis retrouvé dans un état grave, même vital, à l'hôpital. J'avais des os fracturés, mais vraiment la jambe, le pouce, la tête, le crâne, l'épaule. Mais vraiment, je suis arrivé aux enfin, les pompiers m'ont emmené aux urgences. En urgence, le chirurgien, c'était la nuit, il a été appelé, opération sur le direct. Je vous assure qu'après l'opération, le t'as une femme qui vient: «Ah monsieur, ben je c'est vous avez quoi comme mutuelle? Parce qu'en fait on n'a pas» enfin, alors faut comprendre que moi j'étais sous morphine. Ah, je venais de me faire opérer, je sais même pas si ma fille elle est encore en vie, je sais même pas si machin et cetera. Le chirurgien en même temps il arrive, il dit: «Monsieur, il y a une urgence, faut vous ramener faut vous amener de nouveau au bloc». Heu Et l'autre qui me dit: «Non mais monsieur, par contre, si on n'a pas de enfin, si on n'a pas de truc, on pourra pas enfin, peut-être vous allez sortir demain». Moi, j'étais dans un état, mais qu'est-ce qu'elle me raconte, tu vois? En plus, tu derrière l'autre qui était là en mode: «Mais comment on fait pour faire le test PCR?» Parce que j'étais fracassé de partout. Il faut comprendre, hein, le nez, il était cassé. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a une déformation. Le sang avait que, enfin, c'était une catastrophe, vraiment. Elle était là en mode, pour vous dire à quel point la société est complètement devenue tarée. Comment je fais le test PCR? Est-ce qu'on doit le garder ou pas? Et, et, et c'est là pour vous dire la différence. T'as l'autre qui était là en mode, ouais, mais argent ou pas argent? Mastercard? Comment ça se passe? Et t'avais le chirurgien qui, lui, fait son métier, était là en mode, mais cassez-vous, hop, on le ramène au bloc directement, tu sais, mais faites pas chier. C'est pathétique d'en arriver à là. Vraiment, la France. Et aussi, beaucoup ne connaissent pas, parce que j'ai été dans ce milieu-là, j'ai fait des études. La santé est l'un des plus gros business au monde. C'est ce que les gens ne comprennent pas. C'est l'un des plus gros business au monde. Et comme tout commerce, tout comme business, si tu ne le régules pas, ben, tu pars dans des dérives. C'est aussi simple que ça. Et ça doit être fortement réglementé parce que autant on peut ne pas réglementer certaines choses, mais la santé, ça, la santé, l'alimentation, ça, c'est intraitable. Il faut avoir une souveraineté alimentaire et une souveraineté au niveau de la santé. C'est aussi simple que ça. Alors là, qu'est-ce qu'il raconte? Ah, là, voilà pourquoi. Là, je vous dis la vérité, hein, c'est ce qui. Bon, allez, je vous laisse, j'arrête de parler. Notre position, si la France veut être entendue, et pourquoi serait-elle entendue? Pas pour parader, pas pour se rengorger, mais pour être utile, pour participer au dénouement qui devra un jour ou l'autre de toute façon se produire, car il n'y aura jamais aucune sécurité pour aucun Israélien tant qu'il n'y aura pas la solution politique. Et d'ailleurs, une partie des Israéliens eux-mêmes le disent. Et une partie des communautés dans le monde le disent aussi. Il ne faut pas croire que c'est comme en France partout, c'est-à-dire une seule voix, une seule tête. C'est pas vrai. Il faut savoir que sur ce qu'il dit par rapport au conflit israélo, enfin c'est pas un conflit, par rapport au géno qui est en train de se passer, vraiment,
dans le monde entier, la France fait figure d'exception. Alors vous allez me dire, d'exception avec Israël. Non, en Israël, une bonne partie des Israéliens sont contre ce qu'il se passe, parce qu'ils trouvent ça ignoble. D'autres trouvent ça ignoble, mais ils s'en fichent un peu de ce qui se passe aux Palestiniens. Mais ils savent que ça va créer la guerre, le terreau pour la guerre suivante, et qu'ils ne seront jamais, ni eux, ni leurs enfants, en paix, et ne pourront jamais se développer tant qu'ils ne régleront pas les choses. Et c'est pour ça qu'ils manifestent contre Netanyahou, c'est pour ça qu'ils sont contre la guerre, et ainsi de suite. Dans la télé israélienne, il faut le savoir, elle dénonce les fake news du gouvernement Netanyahou, elle dénonce le traitement fait, certains, attention, il y a toujours des extrémistes, mais il y a plusieurs voix. En France, il n'y a qu'une seule voix. C'est incroyable. C'est véritablement incroyable. On nous fait croire que le positionnement, je vous assure que le positionnement des télés françaises, c'est celle des extrémistes en Israël. Je peux vous assurer, regardez la télé, ça parle des fake news, il parle des choses, ça remet en cause le gouvernement Netanyahou, là où en France, on souhaite interdire de critiquer le gouvernement Netanyahou. C'est quand même assez cocasse. Hein. Ouais, partout, ça discute, ça commente, ça interpelle. Et donc, si on veut être utile, il faut être crédible. Pour être crédible, il ne faut pas être... donner le sentiment qu'on est un des wagons du train. Il faut qu'on ait la singularité qui était la nôtre jusque-là. C'est pourquoi nous nous sommes mobilisés d'une manière qui, je crois, est sans précédent dans l'histoire politique de ce pays à gauche. Jamais il n'y a eu, comme les insoumises et les insoumis l'ont fait, une action coordonnée, aussi intense alors même que pleuvait sur nous tant d'opprobre, d'insultes. Oui, nous étions dans les manifestations tous les samedis, et nous y sommes encore. Oui, nous sommes allés être représentés à la tenue de la Cour internationale de justice à La Haye. Oui, nous sommes allés à Bruxelles. Oui, nous sommes allés à Genève devant le siège de l'ONU. Oui, nous sommes allés à Rafah, à la frontière. Voilà. Dans ce moment... Ce qui est juste exceptionnel, alors moi vous le savez, hein, je suis à partisan, je suis à partisan, je ne vote pas. Quoique, encore une fois, prochaines élections, je me dis, est-ce que là, on n'arrive pas à un tournant où réellement il faut y aller. Je sais pas, je vous ai toujours dit que moi, je parlais naturellement. Voilà, ce que je pense là n'est pas forcément ce que je vais penser dans 6 mois et ainsi de suite. Je reste ouvert. Mais c'est juste exceptionnel de voir que, par exemple, les agriculteurs, et on verra après le sujet, les agriculteurs sont défendus par la LFI, concernant le libre-échange, tu vois. Les seuls qui votent contre leur mort programmée sont la LFI, et pourtant, les agriculteurs détestent plus la LFI. C'est étonnant de voir, excusez-moi de vous dire ça, mais les 10 millions de personnes de confession musulmane parler, par exemple, alors il n'y a pas que, bien évidemment, c'est le monde entier, et c'est ce que les médias français veulent censurer, c'est de dire que ce n'est pas parce que tu es musulman ou tu as des origines, etc., que tu as une sensibilité vis-à-vis de la Palestine. Non, c'est en tant qu'humain que tu as une sensibilité pour ce qui se passe en Palestine, comme au Congo, comme en Afrique, comme partout, tu vois. Mais les personnes de confession musulmane qui se plaignent de ce qui se passe en Palestine ne vont pas aller voter pour la LFI. Et ça, c'est quelque chose que je dénonce, c'est le fait que certains soient... voilà, ils sont inactifs à leur futur, à leur passé. Alors certains vont me dire, eh ben, et puis toi, bah, moi j'ai déjà prévu, j'ai des projets à l'étranger, tu vois, de partir à l'étranger. Donc j'ai envie de te dire... à moins, bien évidemment, que vous me portez comme futur empereur de France, là oui, peut-être, j'y réfléchirais à rester. Mais sinon, non, ça m'intéresse pas. Et pour ceux aussi, je précise, pour ceux qui critiquent, etc., eux, hein, que ce soit de l'extrême gauche à l'extrême droite, eux, ils veulent représenter le peuple. C'est bien, mais moi, je suis le peuple. Et en tant que peuple, je vous emmerde et je dis ce que je pense. Point.
J'ai pas à dire des choses bien, pas bien. Je dis ce que je veux, c'est moi le peuple. Enfin bon. Il y avait une autre voix de la France, un autre visage, le nôtre, parce qu'à chaque instant, nous savions que vous espériez, vous attendiez de nous qu'on continue à tenir bon et à marcher droit en regardant bien en face ceux avec qui nous sommes en contradiction aujourd'hui pour leur dire « cessez le feu ». Arrêtez, ce massacre n'a aucun sens. Et à cette heure encore à laquelle nous parlons, nous, ici, tranquillement, les bombes continuent à tomber. Et alors, le courage qui est attendu de nous est-il plus grand que celui de cette femme qui, à cette heure, berce son enfant mort de peur? Est-il plus grand que ces gens qui, quand les bombes tombent, chantent et dansent pour que les enfants ne se rendent pas compte de ce qui est en train de se passer? Voilà ce qui est en train de se passer. Je remercie encore une fois parce que même dans les lives, certains parfois me disent franchement t'as du courage de dénoncer ça, t'es l'un des seuls parce qu'il faut savoir aussi que beaucoup de gens sont tenus par le capital. Hein, je vous l'ai déjà dit, qu'on m'a déjà proposé de l'argent, j'ai refusé. Qu'on nous propose aussi des partenariats pour nous tenir, j'ai toujours refusé. C'est une question de dignité et alors. Voilà. Et c'est pour ça que vous entendez personne parler du conflit israélo-palestinien, parce qu'ils sont tous tenus. Tu vois, il y a que moi qui le fais sincèrement, on peut le dire, hein, qui a des choses à perdre, tu vois. Il n'y a que moi, tu vois. Euh, mais merci quand vous me dites, t'as du courage, t'es l'un des seuls qui parle, merci, etc. Les gars, vous n'avez pas à me dire merci, c'est un devoir, ce n'est pas, vous voyez ce que je veux dire? C'est un devoir de faire, c'est une obligation. Je serai dans les années 40, il y aurait le géno des juifs, je le dénoncerai, ça serait une priorité. Je vais pas m'amuser à faire une radio et mettre de la musique sans de temps en temps mentionner le fait de la dinguerie qui est en train de se passer à côté en Allemagne dans les camps. Bien évidemment que je le dénoncerai, et ça partout dans le monde. Mais c'est pas du courage que j'ai. C'est juste du bon sens. Dans un monde de fous, c'est normal que je parais courageux, mais c'est pas courageux. Je me fais pas bombarder. Je perds pas mon enfant. Voilà. Donc, c'est pas ça le courage. Ça, c'est juste la normalité, ce que je fais. C'est juste la normalité. C'est un devoir, c'est une obligation. Je n'ai pas de mots à dire là-dessus. Et la Cour internationale de justice a dit que sur 5 des causes qui peuvent permettre de qualifier une action de génocide, 4 sont en route. Voilà ce qui a été dit. Et voilà pourquoi la France, qui a signé la Convention de 1948, qui prévient et réprime le génocide, n'a pas le droit, mais le devoir de se mêler de la décision de la Cour. Exactement, ben voilà, magnifique. Là, il poursuit. C'est un devoir, c'est une obligation. T'as pas ton mot à dire. Quand il y a une personne qui est en danger, il ne s'agit pas de dire, oh bon, écoute, là, je dois faire aquagym, là, j'ai mon cours Non, 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 non. J'ai ma série, il y a la série Fondation qui démarre, là, la deuxième saison, faut que j'aille... Non, 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 non. Ça se passe pas comme ça. Tu es obligé de porter assistance à la personne. C'est comme ça, c'est une obligation, c'est un devoir, tu ne discutes pas. D'une manière ou d'une autre. En l'appliquant, après l'Espagne, après la Belgique, combien on va en attendre encore avant de prendre nous-mêmes, Français, la seule décision qui vaille? Si vous voulez le cessez-le-feu, donc donnez-vous les moyens qu'il n'y ait plus de feu. Embargo sur les armes. C'est juste exceptionnel, hein. C'est totalement véridique. Voyons voir ce qu'il va dire par la suite. Bon, alors là, je le laisse plus parler que moi, mais bon, que ce que je vous dise. Israël, Palestine. Il y a maintenant 70 ans que ça dure. Et il n'y a pas d'autre sortie que 2 États. En tout cas, il n'y a pas d'autre sortie que le droit international. Mes amis, je sais qu'il y a parmi vous des gens qui disent le droit international, oui, oui, bon, c'est le droit des plus forts. Ouais, mais c'est le droit. Effectivement. Le droit, c'est la civilisation humaine. C'est là où il n'y a que des forts et des faibles,
on y met la loi. Et la loi, elle est toujours magnifique, même quand elle est mauvaise, parce qu'elle est la loi, elle est consentie entre les êtres humains. C'est à ce prix que nous consentons à l'autorité, qu'on ait pu délibérer et décider. L'ordre international. Ouais, mais là, c'est bien beau ce que tu dis. Excuse-moi de dire ça, mais c'est bien beau ce qu'il dit. Mais quand l'autre il s'en balèque. Demain, l'Allemagne, dans les années 40, elle s'est dit bon, je vais faire ce qu'il y a à faire, attaquer, envahir, faire les machins, etc. Tu vas pas leur dire bon, la loi internationale. Non, non, tu t'en balèques, tu vois. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, Israël, ça fait très longtemps qu'ils s'en balèquent du droit. Il y a plein de pays qui s'en balèquent du droit. Et puis voilà, tu vois, on va pas non plus. C'est véritablement, moi, pour moi, la loi du plus fort, c'est tout. Elle s'applique au plus faible, bien évidemment, mais ou par intérêt. Mais bon. Repose sur la loi. Bien sûr, elle manque des moyens de se faire respecter. Mais depuis le début, on dit qu'il faut qu'il y ait 2 États. S'il y a une autre solution et que les partis concernés par cette guerre, je dis bien cette guerre, de décolonisation, qui n'est pas une guerre de religion, qui n'est pas une guerre ethnique, qui est une guerre pour des territoires, c'est la forme la plus classique, la plus ancienne des formes de guerre que se livrent les êtres humains entre eux. Alors qui, bien sûr, parce que c'est la guerre, investissent tous les terrains, celui de la religion, celui de la culture, celui des habitudes. Mais le fond du fond, de quoi parle-t-on? D'occupation d'un territoire, de souveraineté sur celui-ci, de rien d'autre. Nous ne voulons pas parler d'autre chose que de cela. Voilà le fond de cette affaire. Et bien sûr, dès la première heure, quand on a appris que se déclenchait l'opération du 7 octobre, que la Cour internationale de justice a appelé action armée et rien d'autre, dont elle a qualifié les résultats d'effroyables et pas autrement, formule auquel nous-mêmes nous avons souscrit tous dès le début. Car pour nous, il n'y a pas de différence dans la valeur d'une vie avec une autre. Et nous savons depuis le début que la violence n'engendre que de la violence. Et que dans ce contexte particulier, les moyens de la violence sont totalement disproportionnés. Non. Et que... Alors, je suis désolé, je suis obligé de switcher pour les droits d'auteur, hein. Je n'ai pas le... J'ai le droit de faire ça. Mais si je veux mettre en plein, me faut l'accord de Jean-Luc. Et je suis convaincu qu'il donnerait les droits, mais j'ai pas envie de me faire chier à faire une aide. Voilà, bon, bref. C'est pas disproportionné. Enfin, oui, mais il faut comprendre derrière c'est quoi l'objectif. L'objectif, c'est de détruire les femmes et les enfants. L'objectif, c'est... Excusez-moi, mais vous avez pu le voir en Syrie, en Irak, en Libye et dans plein de pays. C'est le principe de détruire les populations qui se développent. Il faut savoir que tout a une mort programmée. En plus, tout à l'heure, je vous ai parlé d'une série Fondation, série de livres magnifiques d'Asimov, et je vous invite à le lire. Tout est voué, tout empire, tout royaume est voué à s'auto-détruire tôt ou tard, à mourir d'une manière ou d'une autre. Mourir n'est pas une fin en soi. Il y a la vie après. Regardez l'Empire romain, l'Italie est toujours là, elle peut fonctionner. L'Angleterre, regardez le Portugal, et ainsi de suite. Et une solution des plus ignobles qu'il y ait pour s'accrocher encore au pouvoir, au règne du pouvoir, eh ben c'est de détruire dans l'œuf tous ceux qui pourraient vous remplacer. Et c'est pour ça que l'Occident détruit méthodiquement tous les pays qui pourraient vouloir se développer préventivement. En Afrique, vous voyez bien que les pays sont déstabilisés. Regardez ce qui s'est passé en Syrie. Il y a d'ailleurs, c'est une question que j'aimerais poser si j'avais Jean-Luc en face de moi, concernant l'immigration. C'est bien de vouloir... Moi, je suis contre l'immigration.
Voilà. Alors, je vous dis, hein, total, hein, vraiment. Parce que l'immigration de masse, montre ça veut dire qu'il y a un problème à l'origine dans le pays et moi je suis pas pour qu'on mette une rustine, qu'on mette un petit pansement et qu'on les accueille. Non, non, je faut régler le problème chez eux et là, il n'y a jamais eu d'immigration de masse syrienne. Pourquoi là actuellement on en a une? Parce qu'il y a eu la guerre. Qui a aidé? Qui a appelé à la guerre? Pour ceux qui s'en souviennent pas, on a été des acteurs majeurs en France. Donc pour moi, même le fait d'accueillir l'immigration, c'est une problématique, c'est un aveu de faiblesse. Enfin bon, c'est le conflit Ukraine-Russie. La solution, c'est pas d'accueillir tous les Ukrainiens en France, c'est de régler ce conflit. Tandis que Et donc oui, je disais, excusez-moi, hein, c'est du freestyle, c'est de l'artisanat. Euh, je disais que le but, c'est de détruire suffisamment Gaza, les restants de la Palestine, pour grignoter un peu plus le territoire et aussi les faire retourner 50 ans en arrière pour bah, être tranquille. C'est comme ça. C'est comme ça le truc. d'un côté, il y a ce que le droit international. Parce que une fois qu'ils auront rasé toute maison, toute infrastructure à Gaza, le temps que les gens reconstruisent des immeubles, des choses, une société, il faudra des dizaines et des dizaines d'années. Reconnaît à tous les peuples, c'est-à-dire un droit à la résistance à l'occupation. D'un autre côté, cette occupation se manifeste par des moyens matériels considérables. Il n'y avait donc pas besoin d'être un grand aigle de géopolitique pour deviner ce qui allait suivre. Et c'est pourquoi, dès le début, c'est-à-dire dès que sont tombées les premières bombes, nous avons dit qu'il fallait le cessez-le-feu et une solution politique. Alors on dit oui, mais non, il n'y a pas de mais. Aucun crime ne donne le droit à un crime plus grand. Aucune attaque armée ne donne droit au génocide. Aucune, jamais, nulle part. Qu'aujourd'hui, il y a 180... Parfois, je n'ai rien à dire, je valide. Et sachez une chose, hein, vous en aurez une responsabilité. Hein. Rappelez-vous ces propos de l'abbé Pierre, qui disait, parce qu'on lui avait posé des questions sur à l'époque l'Afghanistan, etc., la violence, enfin on voulait lui faire parler sur la violence en Afghanistan face à l'URSS, face à des choses comme ça. Et il avait dit, alors je résume, aux yeux de Dieu, celui qui a le plus de sang sur les mains, ce n'est pas forcément le pauvre fou qui a pris, le pauvre fou, il a pas dit c'est le mec bien, le pauvre fou qui a pris les armes, c'est le père de famille qui bien au chaud, qui va la nuit faire un bisou sur le front de sa fille pour qu'elle aille dormir, etc. Vous savez, bien chaleureux, bien, qui paye bien ses impôts, qui est content, qui est heureux. Aux yeux de Dieu, il a plus de sang. Et il donnait cette image. Parce que quand tu as un gâteau et que tu as pris tout le gâteau, et que l'autre crève de faim, bah, il est obligé au bout d'un moment de prendre les armes pour se nourrir. Alors que si tu avais été équitable, il n'y aurait pas de tension. 15 nations reconnues à l'ONU. Il y en a 75% qui ont un différend frontalier, c'est-à-dire un sujet de désaccord avec ses voisins. Nous-mêmes Français, on en avait encore un il n'y a pas longtemps avec le Suriname, à la frontière de la Guyane française. Et sur ces 75% de nations qui ont un différend frontalier, 25% ont déjà un différend armé avec leurs voisins. C'est-à-dire que si nous ne disons rien, au nom de quoi pourrions-nous dire quoi que ce soit demain quand le Rwanda fiche la pagaille au Congo et que 6 millions de personnes sont déplacées? Si nous ne disons rien, au nom de quoi refuserions-nous que l'Azerbaïdjan expulse les Arméniens du territoire qui pourtant était garanti autonome par l'Organisation des Nations Unies, etc., etc. Si vous voulez la guerre généralisée,
sans aucun moyen de pression et d'intervention sur elle que de gagner la guerre généralisée, alors il vous faut le droit. Et il vous faut aussi longtemps, jusqu'au bout, utiliser tous les moyens de mobilisation pour que le droit s'applique. Quand bien même, il y a des jours où on se dit « mais à quoi bon ?» Mais il n'y a pas une action qui est perdue. Si on dit un seul jour « à quoi bon ?» le lendemain, on est conduit à faire les comptes et à devoir se résigner des nouveaux massacres qui auront lieu. Voilà ce qui est appelé par cette situation. Et vous avez vu, comme moi, par les enchaînements qui sont le propre des guerres. Et je le rappelle, voilà, c'est aussi ça ce que je disais tout à l'heure, vous en porterez une responsabilité tôt ou tard. Sachez qu'ils ont toujours des coups d'avance. Ce n'est pas pour rien on vous prépare à la guerre, hein. Je vous assure. Pensez, ceux qui ont plus de 30 ans, est-ce que quand vous étiez jeune, enfin, vous étiez jeune, vous pensiez à la guerre? Non. Demande à n'importe quel jeune, maintenant tu parles guerre, il va te dire oui, potentiellement, on va partir à la guerre. Regardez tout le discours de l'ONU, regardez le discours de Macron, discours martial, l'uniforme, même si je suis pour l'uniforme, mais, mais rien à voir avec pourquoi ils l'ont mis en avant. Je suis pour l'uniforme, mais on vous parle de réarmement politique, réarmement démographique, réarmement écologique, réarmement. Pourquoi on vous sort toutes ces informations-là? On vous prépare à aller mourir pour la nation. On a besoin de mettre en avant la nation pour que vous puissiez mourir pour cette nation. Et vous serez les gros cons, hein, je vous le dis, allez, c'est clair, parce que je suis désolé, c'est ça. Vous avez beau traiter de traîtres ceux qui étaient contre la guerre, mais je vous assure d'une chose, ceux qui appelaient à la paix, c'était eux les véritables héros. Certains qui fantasment à force de regarder des films sur la Première Guerre mondiale, en voyant un soldat français valeureux pour défendre... Allez, demandez à n'importe quel résistant... Moi, c'est dommage, hein. Et ça, bon, c'est malvenu. Mais demandez à un poilu, demandez à un soldat allemand de la Première Guerre mondiale, tu lui dis, mais en fait, pourquoi t'es rentré en guerre? Mais tu souffres pas d'Alzheimer? 404 de error not found. Il saura pas. La majeure partie ils sont à la guerre, ils savent pas, ils pètent les plombs. Ils disent mais en fait pourquoi je suis là moi? Je sais pas, je suis boulanger. En face, Gunther, il est aussi boulanger, tu vois. Mais pourquoi en fait je vais le déglinguer? C'est quoi la phrase qui dit la guerre euh, c'est des gens qui se tuent, c'est des gens qui ne se connaissent pas qui se tuent pour des gens qui se connaissent et ne se tuent pas. Voilà, c'est tout. T'as des élites, ils se connaissent et puis vous allez mourir pour des notions. On va vous vendre la France, la sécurité de la France, mais c'est faux. C'est faux. Puisque le bombardement ne cesse jamais à Gaza, alors les Houthis du Yémen ont voulu entrer dans la bataille. Et ils menacent et ils tapent les bateaux qui passent, qui vont vers Israël. Donc, c'est toute la mer Rouge qui est mise en émotion. Voici les Anglais, dont tout le monde connaît la frontière commune avec la mer Rouge, et les Nord-Américains, qui eux aussi... Oh putain, elle est bonne. Oh putain, le bougre. Oh, mais il rigole pas en plus. Putain, ils rigolent pas dans le truc, ils ont pas compris la blague ou quoi? Oh putain. Excusez-moi, ça me fait rire. Oh, oh putain, je veux me la refaire. dont tout le monde connaît la frontière commune avec la mer Rouge. Et les Nord-Américains, qui eux aussi viennent s'y laver les pieds régulièrement, ont amené leur matériel et bombardent les Houthis, qui avaient déjà été largement bombardés jusque-là. Et c'est reparti pour un tour. Alors du coup, comme le message est adressé à l'Iran, qui soutient les Houthis, eh bien, l'Iran riposte en Syrie et en Irak. Et vous voyez, c'est comme ça que ça se passe. Et puis, il y a un endroit qui est névralgique. Parce que c'est la poudrerie. Il faut rappeler aussi aux gens que l'Iran n'a attaqué, n'est entré en guerre concrètement depuis ces milliers d'années, pas grand monde. Le Yémen aussi, l'Arabie Saoudite aussi, la Palestine aussi, hein, pendant 1000 ans, il y a pas... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas eu de soucis. Donc, par contre, il y a certains pays qui sont assez violents là où ils mettent les pieds. Faut le dire. C'est le Liban. Et si, comme le gouvernement de M. Netanyahou en menace, il ouvre le conflit au Liban, alors personne ne sait jusqu'où s'étendra la confrontation.
Tout le monde est là. Tous les pays du coin. Et même ceux qui sont plus loin. Il faut donc sans cesse être mobilisés étape par étape. Nous autres, les Français, nous avons un droit particulier à dire « pas touche au Liban », parce que nous avons 700 militaires français sous casque bleu là-bas. Ne croyez pas qu'on pourrait les frapper sans que ça appelle riposte. Ça s'est déjà produit une fois. Les plus anciens ici doivent s'en souvenir. Et ils le ont lieu vite... où était l'état-major français, c'était un bâtiment, je crois, qui s'appelait le Drakkar, et qui a explosé après un attentat. Le président Mitterrand s'est rendu sur place, et ensuite, l'aviation française a frappé dans la plaine de la Beka. Ça n'existe pas, les situations où vous frappez et où vous ne vous rendez pas les coups, parce que sinon ça veut dire continuer. C'est ça la logique de guerre. Fort heureusement, à l'époque, tout ça a été contenu. Vous prenez un pari sur le fait que ça sera contenu cette fois-ci aussi? Non, bien sûr. Non, bien sûr, parce que tout a changé. Et je ne vais pas faire la liste des changements et des armes qui sont dans cette zone. Il y a... Bah, je pense sincèrement qu'au vu de la situation, l'Occident sacrifierait le Liban. Je rappelle que le Liban est à 45% chrétien, hein, quand on nous parle de civilisation judéo-chrétienne, qui est un non-sens total. Ça me fait rire. Ça me fait doucement rire. Et non, hein, il est de l'intérêt de Netanyahou que justement le conflit se généralise. Et c'est pour ça qu'il appelle à foutre un peu la pagaille à droite à gauche pour amener ses alliés, enfin ses, comment on peut appeler ça, ses sous-traitants à intervenir. Mais bon, on passe à la suite. Ça c'est intéressant par rapport à François Hollande qui explique qu'il y a un deux poids deux mesures, qu'il y a un... vous inquiétez pas, on va venir sur les agriculteurs, etc. Mais là c'est intéressant ce qu'il mentionne sur la vie. Il y a une différence entre une vie palestinienne, une vie israélienne et ainsi de suite. Et tant que dans l'humanité, et c'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre, tu ne considéreras pas la vie d'un tel du même degré que la tienne ou ceux de tes proches, on n'avancera pas, je vous le dis directement. C'est pour ça que certains me disent « Oui, mais moi je suis pour le développement de la France. » Oui, mais le développement de tous les pays du monde. Hein. Je n'ai aucun souci là-dessus, vraiment. J'entendais François Hollande dire « Non, je vous en prie, vous allez le faire venir si vous criez. » C'est comme les fantômes, il ne faut pas en parler parce que bon, ils reviennent. On entend les chaînes d'abord, bah là on a entendu. Hein. Comment peut-on faire une différence en disant c'est pas pareil ceux qui ont été tués le 7 octobre et les autres? Parce que les autres c'est une guerre. Une guerre de qui? De quoi? Quels sont les enfants qui sont entrés en guerre et qui sont morts par milliers? Quelles sont leurs pauvres mères qui ont pris un fusil, une faux, une grenade et qui sont mortes par milliers? 27 000, peut-être 30 000. Et on ne parle que de ceux dont le décès est avéré. Mais ceux qui étaient à Rafah, qui nous ont vus, il y avait là une femme médecin de Marseille. Donc elle a raconté tout ce qu'elle avait vu. Et elle disait, partout ça sent la mort. Il y a des milliers de gens ensevelis sous les décombres des bombardements que personne n'a pu dégager et qui sont morts de cette manière. Non, il n'y a pas deux catégories de morts dans de telles circonstances. Non, il n'y a pas de gens dont on peut dire, après tout, ils sont les victimes collatérales d'un conflit. Non, 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 non. J'entends... Par rapport aussi aux propos qui ont pu être entendus, et c'est ça où je reproche à certains de ne pas réagir, que ce soit dans la gauche ou autre, peu importe, en tout cas, qui ont une bonne posture hein, vis-à-vis de cette situation, on nous explique que Israël est une démocratie, parce qu'on a voté pour Netanyahou, c'est une démocratie, c'est une civilisation, contrairement à eux, c'est des barbares. Ben, je veux bien, donc en fait, et donc en soi, peu importe ce qu'ils font, c'est légitime face aux barbares. Je vous pose une question, je le répète, encore une fois, je peux me tromper, hein, je ne suis que le peuple, moi je représente le peuple, je ne suis pas homme politicien.
Adolphe, le petit Adolphe là, en Allemagne, dans les années 30, il est entré au pouvoir comment, Adolphe? On est bien d'accord que l'Allemagne était à ce moment-là l'apogée de la civilisation occidentale. Donc c'est des gens de base civilisés, tels qu'on le nomme. Faut expliquer ce que c'est la civilisation aussi. Mais on est d'accord qu'ils sont civilisés, ils sont à la pointe de l'art, de la technologie, etc. On est d'accord que le Adolphe, il a été élu démocratiquement. Ça n'a pas empêché qu'il y a eu un carnage et ce qui s'en est suivi. Donc ça ne peut pas être une justification, le fait que j'ai été élu démocratiquement, que tu es une civilisation, que tu es une démocratie. J'ai envie de dire, c'est même encore plus honteux, encore plus humiliant. C'était une petite parenthèse que je voulais faire, que je n'entends pas face à quand on me sort ces arguments-là. Mais c'est pas le plus terrible. J'ai envie de dire, parfois la mort, c'est un soulagement dans certaines situations, dans le sens où ben, on a 2 millions de personnes qui crèvent de faim, de soif et ainsi de suite, quoi. Je pense qu'après là, ça, on va parler des agriculteurs. À Rafah, la délégation parlementaire dont le député insoumis Éric Coquerel avait pris l'initiative avec d'autres a pu entendre les témoignages. Mes amis, je ne vais pas vous empêcher de dormir cette nuit. Mais moi, je n'ai pas dormi quand on me l'a raconté. Qu'on m'a raconté ce que je vous ai dit tout à l'heure. Les parents qui font ce qu'ils peuvent pour que les gosses aient moins peur. Jusqu'à l'absurde. Certains font éclater des pétards pour dire aux enfants, ce que vous entendez là-bas, c'est d'autres enfants qui font éclater des pétards. C'est Sébastien Delogu, député insoumis de Marseille, qui m'a raconté ça, parce qu'il avait les larmes aux yeux en racontant l'histoire, et combien d'autres. Vous imaginez ce que c'est la vie quand il n'y a plus rien à manger, plus rien à boire, plus d'électricité, que vous êtes massé dans des bâtiments dont vous ne savez pas s'ils vont être bombardés ou pas, des milliers de gens entassés, empilés, et qui peuvent voir au loin la station balnéaire égyptienne vide, si jamais ils s'approchent assez de la frontière pour le voir. De temps à autre, des drones passaient au-dessus des centaines, Sébastien m'a dit des milliers de camions arrêtés tout le long, et qui, de temps à autre, bombardent un camion, parce qu'il a paru suspect à celui qui observe depuis la caméra du drone. Si bien que la route fait des zigzags entre les camions explosés pour pouvoir faire passer le reste, quand quelqu'un peut passer, c'est-à-dire on ne sait jamais quand. Des fois un, des fois rien. Rien, et puis rien, et rien encore. Pour sortir, personne. Pour entrer, personne à peu près. Voilà ce qu'est ce massacre. Nous ne sommes pas en train de parler de quelque chose d'abstrait, une guerre vidéo en quelque sorte. Nous parlons de dizaines, de centaines de milliers de gens condamnés à mort, à qui on a dit partez d'ici pour aller là-bas. Et sitôt qu'ils y étaient, on les a bombardés. Et maintenant on leur dit de là, allez là. Nous parlons de ça en ce moment même, à cette heure même. Voilà pourquoi ça vaut la peine de tenir bon. De quoi parle-t-on? De quelle action révolutionnaire suis-je en train de vous parler? Que la France fasse l'embargo sur les armes. J'ai dit il y a un instant, l'Espagne l'a fait, la Belgique l'a fait. Les plus anciens se rappellent qu'en pleine guerre des 6 jours, De Gaulle avait décidé qu'il ne filait plus les pièces de rechange des Mirages. Parce qu'à l'époque, l'armée israélienne était équipée avec des Mirages français. J'aime mieux vous dire qu'à ce moment-là, il y avait quelque chose de pas tout à fait évident dans la décision. Mais c'était une décision de principe. Voilà. C'est de ça dont on parle. Si les Nord-Américains arrêtaient de livrer des armes, la guerre s'arrêterait immédiatement. C'est pourquoi nous pouvons agir en empêchant que les armes continuent d'arriver là-bas. C'est ça qui est important. C'est d'aborder les choses par leur contenu concret. Enfin bon. Là, on parle, je pense, plus pour le racisme, etc. On va écouter ça. En Amérique latine, il s'adressait aux travailleurs argentins qui étaient là. C'était le début de l'Argentine. Ça parlait qui espagnol, qui italien, qui allemand. Et je réagis au fur et à mesure. Hein. Je vous dis sincèrement ce que je pense. Si j'ai aucune réaction, et ainsi de suite. Je réagis là-dessus. Directement,
Et vous, j'aimerais bien à chaque fois avoir votre avis, ce que vous en pensez ou pas du personnage, de ses propositions et ainsi de suite, en fonction du sujet. Et chacun se regroupait un peu entre soi. Et Jaurès, qui arrive d'Europe, avec la trouille que la guerre éclate pendant qu'il était là, leur dit, ne vous regroupez pas par nation. Regroupez-vous autour de vos revendications, car elles uniront tout le peuple. Et de cette union jaillira la nation argentine. La nation française jaillit de l'unité de son peuple sur ses revendications sociales et ses aspirations à vivre ensemble. La France existe dans l'antiracisme. La France raciste n'est plus la France. La France appartient à chacun de nos enfants. Nous le savons maintenant tous, du temps que j'étais tout gamin, c'est un Français sur 10 qui avait un grand-parent étranger. Aujourd'hui, c'est 1 sur 4. Qui va renier ses ancêtres immédiats, ceux qui se sont donné le mal de faire le voyage, de s'arracher, de s'implanter, de commencer leur vie de dur labeur, de sacrifice pour que la génération suivante ait un sort meilleur? Qui va les renier? Pas nous, c'est le contraire. Et moi, je dis à chaque gamin que je vois, ce pays est à toi, souviens-t'en, parce que moi, je passerai, et toi, tu y seras. Et à l'heure du doute, tu devras te dire, la France est à moi aussi, ce pays est à moi. Parce que ça doit être le pays de la liberté, en tout cas, le pays de ma liberté, pas de la licence, de ma liberté, c'est-à-dire de ma dignité, de mon droit à la dignité. Comme je suis malheureux de voir des gens venir me voir et me dire, vous savez, monsieur Mélenchon, on se demande si on ne doit pas s'en aller. Qu'est-ce qu'on va faire si ça continue, cet état d'esprit? Qu'est-ce qu'on va faire? On va se retrouver entre nous, les gars, les filles. J'ai 72 ans. Les autres, c'est pas brillant non plus, hein, la moyenne. Je veux dire, si on trouve ça pas brillant, ça n'a pas de sens de se dire, bon, ils n'ont qu'à s'en aller. Qui va accepter ça? Pourquoi? Pourquoi? Bah, excuse-moi de dire ça, au-delà de l'immigration, bah moi je suis partisan du faut penser à soi. La situation en France devient catastrophique. Je sais que ça peut choquer ce que je dis, mais ce qui s'est passé dans les années 40 peut très vite arriver. On a vu des propositions de loi de faire un Guantanamo français. Je peux vous assurer que il y a beaucoup de juifs dans les années 30 qui ont eu peur et qui se sont cassés. D'autres disaient mais non, mais non. Ça c'est mon point de vue. Mais au-delà de ça, il ne s'agit même pas de racisme. Il s'agit de tout, économie, etc. Quand tu fais des études, tu as des compétences en France, et que tu vas à l'étranger, tu es accueilli comme un prince, comme un roi. On te respecte, alors qu'en France, tu n'es respecté dans aucun domaine. Demandez à une infirmière en Suisse, comparé à une infirmière en France, ou en Espagne, les gens, tu vis mieux en France, tu vis mal. Et il fait pas bon vivre en France, je vous le dis. C'est l'inverse. C'est parce qu'on est en train de faire ce pays. Rappelez-vous bien de ça, mes amis. Je sais que je parle pour vous, en ce moment même, à ceux qui m'écoutent, parce qu'on est filmé. Je sais que je parle pour vous. Nous sommes les garants de ça. Bah, la problématique, et ça, que ce soit Mélenchon ou n'importe quel politique, c'est qu'ils s'adressent à leurs partisans. C'est bien. Mais je ne vois jamais. C'est un peu comme moi quand je suis en live sur Twitch, je vois les commentaires. C'est pour ça que je voulais un échange particulier avec vous. Et c'est pour ça que j'ai fait cette chaîne Twitch où je peux. Alors je peux jouer, déconner. Le week-end je joue aux jeux vidéo, mais du lundi au jeudi on parle d'actualité, débat. On peut parler des vidéos que je fais. Samir, je suis pas d'accord avec ce que tu as dit à ce moment-là. Est-ce que tu peux préciser ça? Est-ce que, du moment, si c'est pas pour insulter ou autre, ça dégage, hein, bien évidemment. Mais je comprends pas, il y a aucun, il y a aucun homme politique. Moi, j'aimerais bien voir un passage où t'as un représentant qui vient, qui dit bonjour Monsieur Mélenchon, je ne suis pas mélenchoniste, mais par contre, j'ai une liste de questions de la part de vos détracteurs.
Pas des questions bidons, hein, tu sais, du genre, je sais pas quoi, je m'en fous, ça, c'est pas intéressant. Mais des questions concrètes. Concernant machin, qu'est-ce que vous pensez de ça? Là, des questions que jamais aucun gauchiste ne posera à Mélenchon parce que il l'apprécie. Non, ce que des gens qui sont comme moi, à partisans, on se pose des questions. Donc vas-y, réponds à ça, réponds. De temps en temps, tu fais une petite question-réponse. J'ai vu toutes les questions que les gens se posent, ou même les gens d'extrême droite. Je suis désolé, il faut dire à l'extrême droite, je réponds des vidéos, je réponds à l'extrême droite, aux gens qui votent pour l'extrême droite. Vous êtes contre la libéralisation du marché? Eh ben c'est moi. C'est pas votre parti, sans Malek. Ensuite, si, ça, etc. Sur l'immigration aussi, il y a des questions, tu vois, auxquelles il faut se poser. Quoi qu'il arrive, nous tiendrons bon. À bas le racisme, à bas l'islamophobie, à bas l'antisémitisme, à bas la cupidité, à bas l'égoïsme. Vive le partage, vive l'unité du peuple français. Enfin, là ça m'intéresse. Là on va parler d'industrie agroalimentaire. Et là je suis partagé. J'ai été chef d'entreprise, j'ai discuté avec un ami qui est lui pareil, hein, lui qui est de gauche. Je suis pas forcément d'accord. On va voir ce qu'il va dire. Les paysans, je vais vous répondre. Je suis la chaîne d'information en continu. Les paysans en ont marre des normes. Ah bon? Ben non, il n'y en a pas qui disent ça, ils disent pas ça. Ils disent, ils n'aiment pas remplir des papiers. Qui aime remplir des papiers? Personne. D'accord? Alors, ils disent, nous voulons vivre de notre travail. Ben nous, on est d'accord. Et ils disent, nous sommes contre la concurrence libre et non faussée parce que c'est de la concurrence déloyale. Eh bien nous, on est d'accord. Donc là, à ce moment-là, les salariés des villes et les salariés des campagnes tiennent le même discours, car nous demandons la même chose, pouvoir vivre de son travail et ne pas subir une concurrence déloyale dont, par ailleurs, nous non plus ne voyons pas la couleur. Car le grand syndicat paysan qui domine la situation est dirigé par un magnat de l'agroalimentaire. Et qui fait son beurre sur le dos? Un, des producteurs, deux, des consommateurs, l'agroalimentaire. C'est eux qui ont les marges les plus larges. Elles ont augmenté, mais considérablement. Alors, tellement que même nous, on l'a vu, qu'ils n'avons pas des microscopes suffisants d'habitude. Et on a dit, on a fait un rapport, celui de l'Institut La Boétie, que j'ai l'honneur de coprésider, qui montre que l'inflation, c'est-à-dire l'augmentation des prix, que vous avez vu tous, toutes, est due à l'augmentation des marges. Parce que vous... Des marges, c'est-à-dire de ce qu'ils prennent en plus, quoi. Alors, figurez-vous qu'ils avaient commencé à expliquer que c'est parce que les salaires augmentaient que les prix augmentaient. Alors là... Les prix augmentent de 20%, vous avez été augmenté de 20%, vous êtes content, non? Tout ça ne tient pas debout. Alors, heureusement qu'on est là. Vous n'avez pas d'insoumis, pas de réplique. Pas de réplique. Il y a des insoumis, il y a une réplique. Et on a montré, au point que le type du FMI, il a fini par dire « Ah ben oui, ils ont raison, il n'y a pas de cause objective, sinon l'augmentation des marges. » Alors tout ça, c'est des grands mots hein, de l'économie. Qu'est-ce que ça veut dire? Les gus de l'agroalimentaire vont voir le paysan, mettons que ce soit Lactalis par exemple, j'en prends un exemple au hasard. Il lui dit, eh ben, ton litre de lait, c'est tant. Ah ben non, c'est pas normal, ben c'est comme ça, ou sinon je m'en fous, va-t'en. Et puis une fois qu'il a pris, il dit au consommateur, tu veux du lait, ben c'est tant. Et toi tu dis, bah c'est trop cher. Eh ben tant pis, t'as qu'à pas en prendre. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu peux pas. Bah justement, ce qui est intéressant, ce qu'il dit, c'est totalement vrai. Et c'est pourquoi, moi j'aime pas... Vous savez, en tant que chef d'entreprise, tu vends des produits ou une prestation, tu mets le prix que tu veux. Le mec il prend pas. Excusez-moi de dire ça, mais il y en a qui achètent comme des cons des tableaux. Vous savez, des tableaux, le mec il a pendu 1 million d'euros. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Enfin, on appelle ça des œuvres d'art. Mais s'il y a des pigeons pour y aller, ben vous êtes des pigeons, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et le mec il va pas se priver. Maintenant, tu as des industriels. Il faut comprendre qu'il y a une époque où tu avais des hommes
et femmes, mais des hommes avec un grand H, qui n'étaient pas des pigeons et qui ont gagné des droits. Oh, ça se passera comme ça se passera comme ça. Et là, on vit une époque où il y a très peu d'hommes. Je pourrais vous expliquer par le fait que le système a rendu débiles les gens avec une certaine voilà, une certaine divertissement comme les TPMP, les jeux télé, et à l'école on a abruti les enfants et ainsi de suite. Mais bon, ça c'est encore un autre débat. Mais l'agriculteur, il devrait dire, bah écoute, je te boycotte. Je vends à ce prix-là et point. On va s'unir et ainsi de suite. Au-delà de ça, nous avons, nous, les consommateurs, il faut boycotter. Il faut boycotter les produits. Je m'en balèque. Tant, il y a eu plein de produits comme ça. Moi, je me rappelle que plus jeune, j'alertais sur les déodorants qui contenaient des sels d'aluminium. C'est toxique pour le corps. Euh, et moi, je me rappelle, on prévenait les gens, non, mais tu dis n'importe quoi, d'accord, etc. Petit à petit, des années, voire même dizaines d'années plus tard, c'est devenu commun. On sait que c'est toxique, et maintenant, les gens évitent de prendre des déos avec de l'alu dedans. C'est le boycott, c'est l'argent qui a fait que, bon, ben écoutez, c'est on va changer. L'industrie a changé. Et ben c'est la même chose avec vous. C'est à vous de boycotter. C'est vous qui avez le pouvoir. Si vous boycottez, ils vont s'effondrer et ils seront obligés de s'adapter. Et ils vont te dire, mais attends, comment ça se passe? Bah écoutez, nous on continuera à consommer si vous êtes un peu plus cohérent dans les prix et vous respectez nos camarades agriculteurs aussi par la même occasion. Et là, vous verrez que tout le monde sera gagnant. Donc tu le fais. Donc ce que je veux dire par là, ce que je dénonce, c'est le fait que on essaie de casser les genoux de l'industrie, alors que, bah, à la base, c'est de notre faute. Si on était éveillé, conscient du pouvoir qu'on avait, on n'aurait pas besoin. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc au passage, tu t'es fait voler. Si les prix augmentent de 20%, 20% de ta paye. Pourtant, tu travailles toujours autant. Tu ne travailles pas 20% moins. Tu as moins 20% dans ta poche de pouvoir d'achat. Et tu ne travailles pas 20% de moins. Donc, c'est bien une augmentation de la part de la richesse produite pour le profit de quelques-uns contre tous les autres. Ça s'appelle le capitalisme. Voyez-vous? C'est un système qui est organisé comme ça. Il prend aux uns pour se le donner à lui. Voilà. Je suis d'accord là-dessus. Je suis véritablement d'accord. Ah, c'est là où vraiment, moi, alors, je ne comprends pas. Moi, demain, j'aurais été LFI. Oh. Pour ceux qui savent pas, la LFI, c'est les seuls qui ont voté contre le libre-échange, le marché libéral à tout va, etc., à protéger les agriculteurs. Je vois que je suis rendu à 1h07, c'est une dinguerie cette vidéo. Euh, je sais pas, je gueulerais, mais sur n'importe quel plateau, dans les médias, dans les réseaux sociaux, mais ils se foutent de notre gueule. Mais j'afficherai le RN, la droite, la gauche, je les afficherai, je dirais, il y a que nous qui avons voté contre. Agriculteur, pourquoi tu... Enfin, tu te rends pas compte que t'es... Bah continue, tu viendras pleurer. Pendant 40 ans, on t'a mis en avant le hijab. Regardez, est-ce que ça a changé les choses? 40 ans de hijab, de politique du hijab, c'est dangereux. Est-ce que la France a été mieux? On l'a interdit au final. Je m'en rappelle, on m'avait dit, quand le hijab sera interdit, l'économie, la société, on pourra voir... les voyages interstellaires, tout va s'arranger. Et puis non, alors on a attaqué la rabaya. Alors la prochaine c'est quoi? C'est le couscous? C'est les merguez? C'est quoi la prochaine étape? Vous avez pas l'impression que rien n'avance? À chaque fois, vous votez pour des personnes, à chaque fois, il y a des nouvelles lois, à chaque fois, il y a des choses. Mais, excusez-moi, le seul qui la prend bien profond, c'est le travailleur, c'est la société, c'est le peuple. Il y a des paysans en colère, ils rappliquent et ils disent « Ah bah oui, bon, on est bien d'accord avec eux. » Menteurs! Menteurs! Vous avez voté l'accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande qui prévoit de faire rentrer des milliers de tonnes de viande de mouton, de lait, de volaille, parce que vous savez quoi? En France, on ne sait pas élever des poulets. Alors, il vaut bien que les Néo-Zélandais nous les amènent. Et quand on dit « Vous êtes tous tombés sur la tête ou quoi ?» Macron répond « Ah, mais nous ne signerons pas Mercosur. » Menteur!
La discussion continue. Ils se foutent du monde. Mais ils se foutent de s'en foutre. Parce qu'ils se disent, eh ben, c'est des gogos, ils avalent. Ben, ils ont Il n'y a raison. pas de résistance. Ils ont raison. Et c'est toujours pour la même raison. Les gros poussent les petits devant. La grande agriculture céréalière, qui à 20% ramasse 80% des subventions européennes, qui ne sont européennes que de nom, car c'est le fric de la France qui va dans la caisse de l'Europe et qui revient. C'est pas un cadeau que nous fait quelqu'un. Ça c'est ça j'aime bien. Ah là il le dit. L'Union européenne, je suis désolé de vous dire ça, pour nous c'est on envoie de l'argent, on nous envoie une petite somme. Donc bon, et en soi c'est pas gênant, mais limite on te dit merci à l'Union européenne de nous donner 40% de ce qu'on avait donné à la base. Merci. Et ça, je vous dis, hein, c'est la même chose avec l'État. Le futur, ce que veut faire l'État, c'est que il veut se rendre indispensable. Et c'est pour ça qu'il lutte contre les chefs d'entreprise, les entrepreneurs. Je parle pas des grosses, hein, je parle des PME. C'est pour ça qu'il lutte contre notre indépendance. Pour avoir un pouvoir. Le but de l'État, c'est d'en arriver à que tu travailles comme un chien toute ta vie. Et que on te fasse croire qu'avec ce travail-là, tu n'arrives pas à te nourrir ni à payer ton logement. Mais Dieu merci, le divin, c'est-à-dire le système, l'État, le gouvernement, grâce à lui, par sa grande humanité, te donne des tickets alimentaires et des tickets pour payer ton loyer, des tickets pour ton... Et oh merci, et toi quand tu viens et que tu essayes d'appeler à la révolte, à changer les choses, on te dit mais tu es fou. Tu te rends compte que le gouvernement, c'est lui qui me nourrit, c'est lui qui me donne à manger? Tu vas lui dire, mais non, espèce d'abruti, c'est ton travail. D'où vient l'argent de cet État? De tes poches, abruti. Mais, dans la tête des gens, il voudra garder ce système-là parce qu'il aura peur. Il aura une crainte de passer. C'est comme ça, c'est un baptême du feu. Personne ne nous fait de cadeaux. C'est nous qui faisons des cadeaux. Tous les ans, nous donnons 9 milliards de plus que nous recevons. Ça, j'aime bien. Et oui, c'est normal, on est riche. Qui c'est qu'on veut? Je me rappelle la Madame Loiseau. Un jour que j'explique ça à la tribune de l'Assemblée nationale, elle me dit, ça s'appelle la solidarité, monsieur Mélenchon. Je lui dis, bah d'accord, mais enfin, d'habitude, c'est pas le gars qui fait la manche qui vient vous donner des sous, c'est vous qui devez lui en donner. Et Madame Thatcher, elle, ça la gênait pas. Hein. Elle s'est amenée, elle a dit, moi, j'ai pas d'argent, je peux pas payer. Qui c'est qui paye à ma place? Les Français, toujours là. Les Allemands ont dit, on veut bien, mais un peu. Et le coup d'après, ils ont dit, on veut bien, mais encore moins. Alors les Français prennent en charge tout le reste. Voilà. C'est vrai, ça en plus. Donc, M. Macron ment. Madame Le Pen ment. M. Bardella, lui, il ne comprend pas de quoi on parle, donc il va pas lui poser la question. Oh le salaud! Oh le salaud! Oh c'est pas... Oh c'est méchant! C'est un ignorant! C'est méchant! Doublé d'enseignant. Oh là Parce c'est que méchant! même faire député, c'est trop d'efforts pour lui. Alors il arrive à signer un amendement tous les 2 mois, et encore, ça c'est par grand vent. Et le reste du temps, il y a une émission de télé qui a fait ça, ils sont allés voir. Les gens disent, vous le connaissez, à celui-là? Non, non, qui c'est? Il est membre de votre commission. Ah bon, nous sommes bien contents. Bon, voilà, vous avez vu ça, hein? Bon, c'était un peu de la pub hein, qu'ils lui ont fait, mais voilà. Merci! Les gens mentent. Oh là 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 là! On a fait une réaction live de ce truc, et c'est vrai que dans le reportage, ils lui ont fait de la pub. C'est de la pub qu'ils lui ont fait, ils l'ont mis en avant. Malgré qu'on a appris des choses intéressantes, c'est-à-dire que cet individu n'a jamais travaillé de sa vie. Je suis désolé de vous dire ça. Pour moi, on ne peut pas être président de la République française en dessous de 60 ans. Je pourrais même aller jusqu'à 70 ans. Pourquoi? Parce qu'il faut du vécu. Je suis désolé, pour moi, la présidence d'un pays, c'est minimum 60 ans, 70 ans. Chacun sa fonction. On ne prend pas un mec de 70 ans pour être pompier. Qu'on comprenne bien. Il faut du vécu.
un minimum de travail, tu vois. Il n'a jamais travaillé de sa vie, Bardella. Il ne sait pas c'est quoi le monde du travail. Et c'est pour ça que il a des théories sur machin. Il ne sait pas. Demain, allez dans n'importe quelle entreprise, vous verrez d'ailleurs, il parle d'immigration, des gens issus d'immigration. Allez voir. Allez voir qui sont les ingénieurs, les médecins. Allez dans n'importe quelle usine, vous verrez. Enfin, c'est complètement con ce qu'il dit, ça n'a aucun sens. Mais de toute façon, quand bien même, et je vous l'ai toujours dit, quand vous voulez débattre avec quelqu'un de gauche, vous l'attaquez sur sa gauche. Quand vous voulez attaquer quelqu'un de droite, vous l'attaquez sur sa droite. C'est l'avantage d'être partisan. Mais moi, je suis désolé. Quand bien même toi qui es contre l'immigration, c'est le mal. D'accord, mais regarde Mélanie, ce qu'elle a fait. Il n'y a jamais eu autant d'immigration avec Mélanie en Italie. C'est l'extrême droite. Je peux vous assurer que même avec Mélenchon, pas Mélenchon, Marine Le Pen, etc., il y aura tout autant d'immigration et on ne réglera ni le problème ici ni là-bas. Voilà. On dépose un amendement pour dire, écoutez, on n'envoie pas toutes les subventions aux mêmes paysans. Qui c'est qui vote contre? Eux. Les mêmes qui ensuite viennent faire les malins sur les barrages en disant, nous, on est avec les petits paysans. Et Martine monte dans le tracteur. Et il y a la chaîne de télévision en continu pour regarder comment elle monte dans le tracteur. Et après, elle s'assoit dans le tracteur, hein. Ouf, elle ne le conduit pas, il ne bouge pas. Mais ça fait une belle image, non? Et alors le gars qui est là avec son micro, il dit Madame Le Pen est montée dans le tracteur en solidarité avec les paysans. Les paysans. Madame Le Pen. Tout le monde est content. C'est pas beau ça? Voilà. Et l'avantage d'être partisan, c'est que je n'ai pas de parti politique et que je m'en balèque, et c'est pour ça que je suis critiqué par tout le monde et apprécié par tout le monde. C'est ça l'avantage. Je suis critiqué par des musulmans, par des juifs, par des athées, par des gens de gauche, par des gens de droite, d'extrême gauche, et je suis apprécié par des gens d'extrême droite, d'extrême gauche. Mais par contre, je suis apprécié par la totalité des gens qui sont partisans. Mais moi, je dis aux agriculteurs, bien fait, vous êtes rentrés à la niche, vous allez déguster comme jamais. Vous vous êtes occupés, vos bourreaux, vous avez accueilli vos bourreaux, ben, vous en subirez les conséquences. Tant que vous ne comprendrez pas d'où vient le mal, ben, le mal continuera. Pour que les commémorations dans lesquelles nous nous retrouvons tous se transforment en foire d'empoigne. Nous ne sommes pas d'accord. Alors ça, on va sauter, voilà. Parce que là, ça parlait encore une fois des commémorations quand Meilleur Habib, il est venu faire chier Bompard. Mais Bompard, il a eu un bon comportement. C'est je te salue pas, je t'emmerde, trace ta route. Casse-toi de là, t'es pas de ma bande, casse-toi, tu pues. Casse-toi, marche à l'ombre, allez, fais-moi pas chier, tu vois. C'est ça ce qui s'est passé, Bompard. Pour ceux qui se rappellent, parce qu'il y en a plein qui disent Meilleur Habib, il l'a critiqué. C'est faux. C'est faux. Je suis désolé, j'analyse, c'est mon métier. J'ai analysé la vidéo. Meilleur Habib, il vient. Tu vois, il s'est dit, je vais faire un mouvement de la main, et Bompard, il va faire, et hop, je vais lui mettre un vent. Mais Bompard, vous savez ce qu'il a fait? Il a pris ses mains, il a pris ses deux mains et les a mis sur ses noix de coco et a dit, je m'en bats avec Meilleur Habib, casse-toi de là. T'es pas de ma bande, casse-toi, tu pues, et marche à l'ombre. C'est ce qu'il a fait, Bompard. Et il lui a dit, je te regarde pas, clope. Tu sais, vraiment, il l'a regardé comme ça. Et c'est pour ça qu'il a vu qu'il n'a pas pu lui mettre un vent, et qu'après, il l'a mal pris, il s'est dit, tiens, j'aurais aimé lui, tu vois, qu'il se rabaisse. Et il l'a pas fait. Et c'est pour ça qu'il lui a manqué de respect. Et pendant qu'il était là comme ça, qu'il l'insultait, t'avais Bardella qui disait, moi, je fais gratuit, la totale. Oui, calme-toi, doucement. La totale, doucement. Et après, il lui a, alors en plus, on a vu, à un moment, il lui fait la bise. Et à un moment, Meilleur Habib, d'ailleurs, Bardella, il le repousse comme ça, il lui dit, allez, c'est bon. Parce qu'à ce moment-là, il lui touche il lui dit, oh là, calme-toi, Bardella, doucement. Doucement, respecte-toi, tu vois. Incroyable. Allez, on revient sur, c'est quoi? Dans toute l'Europe, des millions de gens se mettent en mouvement contre libre. Alors, ça, c'est juste magnifique. Parce qu'on a mis en opposition, je suis désolé, j'ai été le seul à voir dire ça, parce que dans les médias, tout ça, on parlait, et même chez les youtubeurs, chez les gens qui ont une influence, de critiquer les agriculteurs, l'Espagne, la Belgique, les Allemands, machin. J'étais le seul à vous dire, les gars, c'est le peuple espagnol, le peuple allemand, le peuple de l'Union européenne qui manifeste et qui trouve qu'on leur fout à l'envers.
Donc il ne faut pas attaquer l'agriculture espagnole. Il ne faut pas attaquer. C'est pour ça que j'avais fait une phrase choc en disant vive les produits espagnols, ils sont bien mieux que les produits français. Ils sont de bien meilleure qualité. J'avais fait cette phrase-là pour taquiner en disant c'est pas ça le problème. Il s'agit pas de dire qui fait la meilleure tomate, parce que je peux vous assurer que la France perdrait. Il s'agit de dire qu'il y a une problématique de tous les travailleurs en Union européenne. Et donc, il faut régler ce problème-là, c'est tout. Il faut être allié de tous les peuples. Il faut soutenir l'Espagne, les agriculteurs espagnols, allemands, et ainsi de suite. L'Europe, tout le monde en a ras-le-bol de se faire dévaliser. Dans toute l'Europe, les gens travaillent de plus en plus. C'est exactement ça. Dans toute l'Europe, tout le monde sait qu'il y en a marre. C'est qu'on exactement peut vivre ça. autrement. Merci. Pourquoi la France est-elle devenue le pays record des suicides en Europe? Pourquoi? Il y a plein de raisons pour lesquelles on décide de lâcher la vie. Mais j'ai envie de dire peut-être qu'il y en a plus que de raisons de s'y accrocher et de vouloir la vie parce qu'elle serait belle, qu'elle serait honnête, parce qu'on pourrait profiter non pas d'être milliardaire, ce qui est un rêve immoral, mais juste de la beauté du monde, de la douceur de la vie en commun. Voilà, c'est tout ce qu'on demande. C'est ça que demandent des millions de gens. Alors, ils se sont mis en mouvement dans toute l'Europe contre un système qui a, de manière délibérée, décidé qu'après l'industrie, ou en même temps, c'est à l'agriculture de disparaître. Ce qu'ils veulent, c'est une agriculture d'immenses domaines. Le chef de la FNSEA, son domaine, il fait 700 hectares. La moyenne en France, c'est 60, 69. D'accord? Dans nos coins, un peu moins. Hein? On n'est pas à la moyenne. Une agriculture où il y a d'immenses étendues, et dessus, on met des ouvriers agricoles avec des machines, des investissements, et en avant. Pas pour vous, pour le marché mondial. Faisons du maïs pour les poules chinoises. Brave bête. Oui, du maïs pour les poules chinoises. Et maintenant, on s'aperçoit qu'on est en train d'exporter de la flotte. Parce que pour le faire pousser, on met de l'eau partout. Et ainsi de suite. Et ils le font, et ils vous annoncent la suite. Pendant qu'ils se moquent de vous, qui signent les accords avec la Nouvelle-Zélande, qui signent les accords avec le Chili, qui signent les accords dits de Mercosur, c'est-à-dire avec le Brésil, l'Argentine. Ils vous annoncent quoi? Qu'on va faire entrer l'Ukraine dans l'Union européenne. À qui on a demandé? À personne. Voilà. Alors, est-ce qu'il va dire ce que je vais dire? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Union européenne, à la base, hein, tous ces accords, l'Union européenne, ces choses-là, de base, de base, c'était l'arnaque dès le début. Hein, on l'avait venir, nous les Français, c'est pour ça qu'on a voté contre. C'est de dire, regardez, les gens gagnent 200 €, le travailleur ukrainien ou autre gagne 200 balles. À la base, dans l'idée, c'est petit à petit, et ils travaillent, j'ai une bêtise, 60 heures par semaine. Et bien au fil du temps, on va les aider à se développer, faire travailler le business comme ça. Bah, ils vont toucher eux aussi, pareil que nous, un SMIC à 1005. Bah, le SMIC n'existe plus, nous, c'est le RSA. Le SMIC est devenu le RSA. Pour ceux qui ne le savent pas encore, vous allez travailler pour 600 €. Sachez-le. Je suis chef d'entreprise, je vous le dis. Vous me dites qu'au RSA, je peux employer des gens au RSA. Qu'est-ce que j'irais me... Je vous le dis, hein, je suis chef d'entreprise, je vais pas me gêner. Hein. Enfin, j'étais, mais je vais pas me gêner, je vous le dis. Hein. Je vous le dis direct. Vous travaillez au SMIC ou plus. Demain, je vous assure que je suis chef d'entreprise. Je suis votre chef d'entreprise. Je vous vire tous et je vous retrouve le lendemain à Pôle Emploi. Vous allez chercher du travail et je vous réembauche, mais au RSA. Donc le SMIC est passé de 1005 à 600 €. Je vous dis, c'est factuel. Je vais pas me priver, moi. C'est chacun pour sa pomme. Vous n'avez pas voulu sortir pour cette affaire-là. Vous allez voir. Ouais, moi, j'ai mon travail. Oui, tu vas voir si tu auras ton travail. Tu vas voir quand tu vas être viré. On en reparlera. Là, moi, tu parles à un petit chef d'entreprise. Je ne parle même pas d'un grand. Tu vas voir ce qui va en être. Donc je disais quoi? Et au final, normalement, c'est les pauvres qui se calquent sur les gens riches et qui veulent se développer. Non! On a dit qu'au final, c'est nous, on va baisser. Donc on va baisser nos standards. On va augmenter on pensait que ça allait être pour le mieux, mais en fait, c'est pour le pire. On prend le pays le plus terrible en Union européenne et on se dit, ok, ils travaillent 60 heures, et ben nous aussi, on va essayer de se calquer ça. Les retraites, ils travaillent jusqu'à 90 ans, et ben nous aussi, on va travailler jusqu'à 90 ans. Alors que normalement, ça aurait dû être l'inverse.
Tu vois, ah, il gagne que 200 balles, ben, on va essayer de s'approcher de lui. Mais non, normalement, c'est lui qui doit s'approcher de nous. C'est un truc de malade. Et c'est pour ça que vous pouvez pas lutter tant qu'il n'y a pas de règlement. C'est un endroit où le prix du travail agricole est 5 fois moindre que celui de la France. Et le prix du travail en France, il n'est pas suffisant. Alors comment vous voulez faire face à une concurrence pareille? C'est ça. C'est des milliers. On a divisé par 2 la consommation de volailles françaises depuis qu'arrive la volaille ukrainienne. Mais c'est pas que sur l'agriculture, parce que là on parle d'agriculture, je vous ai toujours, c'est dans tout, dans tous les domaines. Les gars, vous croyez que ça appartient... Il y a très peu d'entreprises de transport en France. Il y en a très peu. C'est des entreprises, je vous dis ce qui se passe. Ils ouvrent une société fictive, on s'en fout, peu importe. Enfin, pas fictive, une société en République tchèque, dans les pays de l'Est, et ils emploient des gens là-bas. Et ça coûte moins cher de les faire travailler eux. Ils sont payés 200 balles le mois, et tu les envoies sur des routes en France. Et ils zigzaguent. Et ils font le travail, les routes. Et ainsi de suite. Voilà, et de temps en temps, une fois tous les 6 mois, il retourne dans son pays et il est content, tu vois. Il est payé 200 balles, ce qui est plus que ces 150 € qu'il travaillerait en gagnant à l'usine là-bas. Et le transporteur français qui est là, qui dit, ouais, mais moi j'ai mon... On va te dire, mais t'es un minable, toi. Toi, tu es payé 2000 €, qu'est-ce que tu me fais chier? C'est 10 fois moins cher là-bas. Et c'est comme ça que... C'est pour ça. Donc, non, c'est pas correct. Je suis désolé, c'est pas correct. Vous savez, en islam... il y a, alors il faut pas être dans le mal, envier quelqu'un, se concurrencer méchant. Et en fait, il y a une chose qui est conseillée, c'est se concurrencer dans le bien. Oh, il a aidé 10 personnes. Eh ben, tu sais quoi, moi je vais essayer, je suis jaloux, mais positivement. Je vais essayer d'aider 15 personnes. Et ainsi de suite. En France, on se concurrence, mais dans le mal. Dans le plus terrible. C'est juste exceptionnel. Et j'en suis là dans 1h30. Par pitié, est-ce qu'il a fini, Jean-Luc? Jean-Luc, pitié. Ah, l'obésité, bon, voilà. Voilà, immense, c'est bon. Allez, c'est bon, on arrête là, parce que c'est dur. Dites-moi, pour cette longue vidéo, ce que vous en avez pensé, sincèrement. Je parle surtout aussi pour les apartisans, les mélanchonistes. Laissez un petit commentaire pour le référencement de la vidéo, pour le soutien. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter, vous connaissez la chanson. Mais moi, je m'adresse vraiment aux gens qui sont de droite, d'extrême droite, qui suivent ma chaîne sincèrement, aux gens qui sont apartisans. Qu'est-ce que vous en pensez des propositions? Et quelles questions vous aimeriez précision? Ça serait cool de savoir, tu vois. En tout cas, voilà. Merci pour tous ceux qui ont tenu pendant 1h30. Vous êtes des amours. Hein. On se retrouve comme tous les jours, le midi et le soir pour une vidéo. Une vidéo le midi, une vidéo le soir. Et en live de 22h à 23h sur Twitch. À la prochaine. Et... il me fait du pied, mes reluchons. Je vous mens pas, il me fait du pied. Même si je me méfie du monde de la politique, mais il me fait du pied. Mais bon, on verra, on verra.